Je vais vous faire lecture maintenant du message officiel rédigé conjointement par les fédérations nationales des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et par l'Union nationale des associations de déportés et internés de la résistance et familles. Au printemps 1945, il y a 80 ans, la progression des armées alliées mettait progressivement un terme à ce qui fut l'univers concentrationnaire nazi. Depuis quelques années, le 27 janvier, l'anniversaire de la libération d'Auschwitz est devenu le symbole de la commémoration de la Shoah. Cependant, cette marque ne marqua ni le commencement ni le terme de la libération des camps. La fin des souffrances était encore éloignée pour tous les détenus en vie. En effet, près de 300 000 détenus des camps de concentration périrent dans des conditions effroyables, soit plus du tiers de l'effectif encore présent dans les camps en janvier 1945. Le retour des déportés à la liberté ne peut être dissocié de ces épisodes d'évacuation, de ces marches de la mort, ni des drames et massacres qui les ont accompagnés. Lorsque leurs bourreaux les abandonnèrent et qu'ils furent enfin délivrés, ces déportés de toutes origines, résistants, opposants, persécutés, portaient en eux les terribles séquelles des camps qui ne devaient plus les quitter. La liberté retrouvée sonnait aussi pour eux comme un abandon de leurs camarades morts en déportation. Ce drame humain doit nous rappeler combien il est essentiel de défendre et de préserver les valeurs universelles de dignité, de liberté et de fraternité. Car la loi du plus fort risque, encore une fois, de bouleverser les équilibres mondiaux. En rendant hommage à tous les déportés en ce dernier dimanche d'avril, jour de commémoration nationale voulu par tous les survivants à leur retour, et à une période d'une singulière gravité où tout l'acquis du passé semble vaciller, nos générations qui n'ont pas connu l'horreur des camps doivent poursuivre le combat pour bâtir un monde de paix, de justice et de tolérance. Témoignage de Simone Veil sur sa déportation à Auschwitz, extrait de son autobiographie Une vie, publiée en 2007. Le 13 avril, nous avons été embarqués à 5 heures du matin pour une nouvelle étape dans cette descente aux enfers qui semblait sans fin. Des autobus nous ont conduits à la gare de Bobigny, où l'on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux formant un convoi aussitôt parti vers l'est. Comme il ne faisait ni trop froid ni trop chaud, le cauchemar n'a pas tourné au drame, et dans le wagon où nous nous trouvions toutes les trois, personne n'est mort au cours du voyage. Nous étions cependant effroyablement serrés, une 60aine d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées, mais pas de malades. Tout le monde se poussait pour gagner un peu de place. Il fallait se relayer pour s'asseoir ou s'allonger un peu. Il n'y avait pas de soldats au-dessus des wagons. La surveillance du convoi était seulement assurée par des SS dans chaque gare où ils s'arrêtaient. Ils longeaient alors les wagons pour prévenir que si quelqu'un tentait de s'évader, tous les occupants du wagon soient fusillés. Merci. Notre soumission donne la mesure de notre ignorance. Si nous avions pu imaginer ce qui nous attendait, nous aurions supplié les jeunes de prendre tous les risques pour sauter du train. Tout était préférable à ce que nous allions subir. Le voyage a duré 2 jours et demi, du 13 avril à l'aube, au 15 au soir, à Birkenau-Auschwitz. C'est une des dates que je n'oublierai jamais, avec celle du 18 janvier 1945, jour où nous avons quitté Auschwitz, et celle du retour en France, le 23 mai 1945. Elle constitue les points de repère de ma vie. Je peux oublier beaucoup de choses, mais pas ces dates. Elles demeurent attachées à mon être le plus profond, comme le tatouage du numéro 78 651 sur la peau de mon bras gauche. À tout jamais, elles sont les traces indélébiles de ce que j'ai vécu. Extrait du chapitre L'ANAS. Ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire du réseau Ernest Publican Forêt de Fontainebleau. Le réseau Ernest Publican a été créé fin 1942 par Maurice Brun, alias Ernest, alias Marcel Bad, commandant de réserve et chef de mission des forces FFC, c'est-à-dire Forces françaises combattantes, et par le capitaine Marcel Fox, ancien officier de liaison de l'armée britannique en 39-40 et officier des SOE. Ce réseau se rattache au vaste réseau de renseignement de Jean-Marie Bussemater,
organisation clandestine implantée en différents points de la Seine-et-Marne, et a pour mission le sabotage des lignes de chemin de fer. Pour ce faire, il recrute une équipe de réception et de sécurité. Émile Bouchu, le capitaine Eugène de La Fontaine, Benjamin Destre, garde champêtre du Bois-Rond, Eugène Taillère, grand mutilé de 14-18, Lucien Sarroult, jeune engagé volontaire de 18 ans, Charles Bourgelard, Raphaël Boudin, Antoine et Lucie Simac. Ce message, c'est en Touraine que l'on parle le meilleur français. Annoncer le parachutage passé sur les ondes de la radio de Londres. Dans la nuit de pleine lune du 22 au 23 juillet 1943, 16 containers sont parachutés au lieu-dit, la vallée douce, clairière sablonneuse, au sud du massif des Trois Pigeons, vers Noisy-sur-École. Ils contiennent des mitraillettes Sten de 9 mm, des provisions de chargeurs Sten de 9 mm, des pains de plastique, des détonateurs, des tubes et des boîtes d'abrasifs pour le sabotage des essieux des wagons. Parachutage et réception sont réussis. En 2 voyages, le charretier Auguste Vanden Kinder transporte toute la cargaison jusqu'à la grotte de la Roche-Belle, devenue grotte du parachutiste. Une seconde opération est organisée pour prochaine liaison avec pour message « Paulette, sois bien sage, ton papa pense bien à toi ». Mais cette nuit-là, plusieurs faits empêchent le parachutage. Un bombardement allié dans la région de Melun, l'édification récente par les Allemands d'une tour de guet, non loin de là, et un chasseur de nuit, et le parachutage est avorté. Armes et munitions stockées dans la grotte sont ventilées vers Arbonne, la forêt, Château-Landon, Ébry-Contre-Robert, et pour finir à Paris. Maurice Brun, Marcel Fox, responsable, Ernest Publicain, continuèrent leur activité de parachutage dans la région de Nantaille-le-Haut-Rhin. C'est près de Meaux. Au cours de l'été 1943, le réseau publicain est démantelé par la Gestapo. Maurice Brun est arrêté à Paris et interné 12 mois à la prison de Fresnes. Le 15 août 1944, il fait partie du dernier convoi de déportés partant pour Buchenwald. Il en revient miraculeusement en 1945. Michel Fox, arrêté lui aussi, est déporté au camp de Fluxembourg, où il est pendu la veille de la délivrance par les troupes américaines. Un monument en forêt de Fontainebleau a été érigé sur la commune de Noisy-sur-École pour rappeler le courage de ces hommes qui sont morts pour la liberté. Il ne faut pas les oublier. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le recueillement et la mémoire pour honorer toutes les victimes de la déportation. Juifs, résistants, tziganes, homosexuels, personnes en situation de handicap, opposants politiques, toutes celles et ceux que la haine et la barbarie ont voulu anéantir. Aujourd'hui, nous faisons plus que nous souvenir, nous affirmons que leur souffrance, leur combat, leur dignité nous engagent à jamais. La déportation fut une entreprise planifiée de déshumanisation absolue. Dans les wagons plombés où l'air se raréfiait, dans les camps de la mort où chaque souffle était un acte de résistance, l'humanité fut attaquée dans ce qu'elle avait de plus sacré. Chaque déporté était réduit à un numéro, à une ombre. Et pourtant, aujourd'hui, l'éloignement du temps rend la mémoire vulnérable. Les témoins disparaissent, le souvenir s'estompe. L'horreur semble parfois banalisée.
Il suffit de voir des selfies pris dans le camp de Auschwitz-Birkenau pour comprendre à quel point la mémoire peut être fragilisée, à quel point l'indicible peut être vidé de son sens. Il suffit d'être spectateur, ces derniers mois, des gestes odieux, ces saluts nazis effectués par des responsables politiques, toujours dédramatisés ou niés, pour mesurer combien l'histoire peut être dévoyée si nous n'y prenons pas garde. Nous devons résister à cette érosion. Nous devons maintenir vivante la mémoire, dans toute sa gravité, dans toute son exigence. Car oublier, c'est laisser renaître l'inhumain. La mémoire n'est pas un poids du passé, mais une exigence pour l'avenir. En ce jour, je voudrais porter une attention particulière à l'histoire des femmes dans les camps. Car si la déportation fut un projet d'éradication totale, elle s'est abattue avec une cruauté singulière sur les femmes. Dans les camps, les femmes furent violées, stérilisées, contraintes à la prostitution, soumises à des expériences médicales monstrueuses. Leur capacité même à donner la vie était une menace à éradiquer. Leur grossesse était interrompue, dans la douleur, leurs enfants exterminés sans remords. À Ravensbrück, camp de femmes, des corps furent transformés en cobayes, livrés aux scalpels expérimentaux sans anesthésie. Pourtant, au sein de cet univers concentrationnaire, une force inattendue a surgi, celle de la sororité. Les femmes, plongées dans l'abîme, ont souvent tissé des liens de soutien, de solidarité, de survie. Elles se sont réconfortées, épaulées, soignées, protégées. Un morceau de pain partagé, un geste de tendresse, un regard complice étaient autant d'actes de résistance. Cette mémoire des femmes déportées est encore fragile, parcellaire, étouffée longtemps par la pudeur, la honte ou l'indifférence. Ce que nous savons aujourd'hui, nous le devons à quelques survivantes d'un courage immense et à celles et ceux qui patiemment ont fait ressurgir leur voix du silence. Les violences sexuelles dans les camps n'étaient pas un fait isolé. Elles étaient une arme. Elles visaient à détruire l'intégrité, à humilier, briser la volonté. Déposséder l'être humain de son corps, le réduire à une enveloppe martyrisée, était l'ultime négation de l'humanité. Ces violences n'épargnèrent ni les hommes ni les enfants. Dans l'ombre des camps, l'écrasement fut total. Aujourd'hui encore, à travers le monde, le viol est une arme de guerre. Le viol sert à semer la terreur, à briser les communautés, à effacer les identités. Il détruit bien au-delà des victimes directes. Il infecte la mémoire collective, désagrège les filiations, tue l'espoir. Ce n'est pas un crime de pulsion, c'est un crime de stratégie. C'est un crime contre l'humanité. Refuser de voir, refuser de dire, serait trahir les victimes d'hier et celles du présent. Pour celles et ceux qui ont souffert, pour celles et ceux qui ont survécu, pour celles et ceux qui, aujourd'hui encore, se battent pour leur liberté, souvenons-nous, transmettons, luttons. Vive la République, vive la France, vive l'Europe. Chaque année, le dernier dimanche d'avril, la République se recueille. Elle se recueille pour nommer les absents, pour rendre justice aux visages effacés, pour transmettre aux vivants ce que la mémoire seule peut sauver de l'oubli. Aujourd'hui, nous commémorons une blessure qui a failli emporter le vieux continent. Une blessure infligée à l'humanité tout entière, au cœur même de l'Europe. Elle nous rappelle que sur nos terres, dans ce siècle encore très proche, l'homme a pu devenir le bourreau, l'assassin, le visage répugnant de la barbarie déchaînée. Ils furent des millions, arrachés à leur vie, à leur maison, à leur famille. Juifs, résistants, opposants politiques, otages, homosexuels, tziganes, témoins de Jéhovah, handicapés, réfractaires. Tous furent broyés dans les rouages d'un système organisé pour déshumaniser, avilir, faire disparaître. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont en mémoire l'étoile jaune cousue sur la poitrine des Juifs. Chez eux, dans la rue, jusqu'au fond des camps, ils n'ont pu s'en débarrasser. Mais gardons aussi en mémoire le triangle rouge pour les prisonniers politiques, le triangle noir pour les asociaux, le triangle marron pour les tziganes, le triangle rose pour les homosexuels, le triangle bleu pour les émigrés. Gardons en mémoire ces triangles et étoiles que la haine qui accompagnait des numéros qui écrasaient l'humanité déportée. Dans cette mécanique de l'horreur, la France connut son lot de douleurs. Elle connut aussi son sursaut. Parmi les déportés français, ils furent des milliers à être arrêtés pour avoir dit non. Non à la tyrannie, non à l'abandon, non à la barbarie. Ces femmes et ces hommes, parfois très jeunes,
portaient dans leurs gestes la flamme d'une république qu'on croyait éteinte. Ils furent les héros de la liberté que d'autres voulaient supprimer. Celles et ceux qui ont survécu au camp, miraculés d'un voyage par-delà l'horreur, la souffrance et la mort, sont revenus avec la conscience ébranlée, mais résolus. Conscients du rôle qu'ils auraient à jouer, de la valeur morale et politique de leurs témoignages, et de l'importance de préserver leur mémoire de l'oubli comme du mensonge, ils se sont regroupés dans un foisonnant mouvement associatif qui allait influencer les choix de la nation. Henri Manès, Marcel Paul et le père Riquet ont fondé dès 1945 une fédération afin de faire vivre les valeurs de la résistance qui fut les leurs. Leur héritage vit encore aujourd'hui et il est important de la préserver. Aujourd'hui, dans nos écoles, dans nos mairies, dans nos préfectures, leur mémoire nous parle encore. Elle nous dit que la déportation n'est pas une histoire lointaine, figée sur le papier glacé des livres d'histoire. Elle est un avertissement, et même une exigence. Elle est le socle d'un engagement sans cesse renouvelé pour les droits humains, pour la dignité, pour la paix. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, il s'agit de transmettre, de dire aux jeunes que ces crimes ont été rendus possibles par le silence, l'indifférence, l'habitude, et qu'ils peuvent renaître dès lors que nous cessons d'être vigilants. C'est pourquoi la République ne transige pas avec la mémoire. Elle la fait vivre en l'enseignant, en l'honorant, en la défendant. Aujourd'hui, la France pense aux disparus, à ceux qui ne sont jamais revenus. Elle pense aux survivants, dont les paroles, longtemps étouffées, ont ensuite éclairé le monde. Elle pense aux enfants et aux petits-enfants de déportés, porteurs d'un héritage douloureux mais nécessaire. Qu'ils sachent que la nation ne les oublie pas, que leur histoire est aussi la nôtre, que nous sommes, ensemble, les gardiens de cette vérité vertigineuse. Aujourd'hui, alors que l'histoire s'accélère et que les certitudes semblent vaciller chez certains, soyons dignes de l'héritage que nous ont transmis les déportés. Un héritage d'humanité, de justice et de grandeur. Une rectitude morale qui nous élève. Souvenir, reconnaissance, transmission. Telle est la promesse que la République renouvelle en ce jour. Vive la République, vive la France.